Climat, comment transformer une contrainte en opportunité pour se développer en Afrique? On l'a bien compris, en Afrique, ce n'est pas tant le problème des émissions de CO2 qui est un problème, c'est plutôt, un, l'accès à l'énergie, et deux, permettre à un plus grand nombre de populations dans les villes, dans les zones rurales, d'accéder à cette énergie pour continuer à alimenter le développement. Il faut le faire, bien entendu, avec les énergies renouvelables, mais il faut aussi apporter des solutions de transition. Avec le CIAN, le MOSI, on est convaincu que les entreprises, de toute façon, si elles veulent continuer à se développer dans le monde, et en Afrique en particulier, doivent intégrer cette problématique de développement durable. C'est pourquoi, pour ouvrir cette matinée, dans notre table ronde, nous avons essayé de réunir des personnalités qui viennent d'univers et d'expertises différentes, du monde de la recherche, du développement et aux univers concrets des entreprises. Comme vous l'avez compris, avec le CIAN, nous tenons à ce que ce forum reste près du terrain, donc en contact avec les réalités concrètes. Et donc, j'appelle pour me rejoindre sur le panel, d'abord Manuel Flao, qui est directeur des ventes entreprises à Air France-KLM, compagnie aérienne que je ne présente pas, leader dans les liaisons aériennes entre l'Europe et l'Afrique. Rejoignez la table, voilà. Ensuite, Christophe Leblanc, qui est directeur projet Total Gaz et énergie renouvelable. Le renewable en anglais, je n'arrive pas à le prononcer, c'est pour ça que je le dis en français. Donc c'est le département du groupe Total qui conduit la stratégie du groupe pétrolier dans le gaz et les énergies renouvelables. Thierry Fornas, qui est président et fondateur d'une société qui s'appelle EcoAct, spécialisée dans le conseil et l'ingénierie de la compensation carbone, mais qui est aussi un investisseur en fonds propres dans des projets de ce type. Didier Julienne, qui est cadre dirigeant et administrateur de sociétés minières, consultant expert des marchés de matières premières, conférencier, et qui a écrit de nombreux articles, notamment dans le cadre du Cercle des Échos. C'est notamment un spécialiste du nickel et des terres rares. Et enfin, Pierre Jacquemot, qui est président du GRET, une ONG qui regroupe des professionnels du développement solidaire, qui s'est beaucoup impliqué depuis bientôt 15 ans sur les problèmes de changement climatique en Afrique, et qui est également chercheur associé à l'IRIS. Et c'est Pierre Jacquemot, que nous avons choisi pour introduire notre petit sujet avec un court exposé de 7 slides. Et je laisse tout de suite le micro à l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « L'Afrique des possibles », qui va nous présenter un peu sa vision du point de vue de l'Afrique, des enjeux climatiques. Voilà. Merci, bonjour. Je suis ravi d'avoir été invité de nouveau par le CIAM pour participer à ce panel. Un peu en introduction, je vais vous donner quelques informations un peu générales, en évitant d'être caricatural. La première observation qu'on peut faire, c'est que l'Afrique paye déjà et payera encore davantage un lourd tribut au dérèglement climatique. Et c'est une certaine injustice puisque l'Afrique émet 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc il y a une certaine injustice dans cette situation. Alors cette carte vous donne une idée des conséquences probables avec un changement climatique, une hausse du climat de l'ordre de 2%, qui est l'hypothèse la plus optimiste. À la fois en termes d'effet sur la désertification, avec un impact, on l'a dit tout de suite, sur la dégradation des terres, qui devrait affecter pratiquement 250 millions de personnes, avec une baisse très sensible des rendements, on aurait dû rester sur la carte précédente, une baisse très sensible des rendements agricoles, 10-20%, une perte en alimentation des nappes phréatiques, une élévation du niveau de la mer et un impact évidemment sur la santé du fait en particulier des inondations
et de l'acclimatation des vecteurs, de certains vecteurs comme celui du paludisme. Vous voyez donc qu'il y a une distribution assez inégale de ces conséquences négatives. On retrouve toutes ces conséquences négatives sur la grande île, Madagascar. Je ne crois pas à la théorie de la malédiction, mais parfois on est fortement inquiet sur ce qui peut se passer sur cette partie du continent. On note que 6 des 10 pays les plus touchés au monde sont africains. Je l'ai dit, les risques de voir certaines bandes côtières, en particulier celles qui concentrent le plus de villes, en particulier dans le golfe du Bénin, être inondées est extrêmement important. Vous savez que aujourd'hui, notre président de la République se rend à Saint-Louis du Sénégal. Si rien n'est fait, cette ville historique, Saint-Louis, risque de disparaître inondée dans les 30 années qui viennent. Le coût seul représente déjà 7 à 15 milliards de dollars par an pour l'adaptation d'ici 2020 et pour atteindre 50 milliards de dollars par an en 2050, toujours avec une hypothèse à 2 degrés centigrades de hausse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut atténuer, bien sûr, mais je dirais d'une certaine manière, l'Afrique apporte une contribution importante à l'atténuation de l'impact négatif des émissions de CO2, puisque le bassin du Congo, deuxième bassin du monde après l'Amazonie, absorbe déjà une quantité considérable de CO2 émis. On estime que le bassin du Congo absorbe la quantité de CO2 émis par tous les moyens de transport au monde. Donc on pourrait dire que la contribution de l'Afrique est déjà très, très significative. En fait, c'est plus vers l'adaptation, c'est-à-dire une modification radicale du système, qu'il faut s'engager pour limiter cet impact. À cet égard, on parle en mauvais français de green leapfrogging, de saut de grenouille vert ou de changement technologique vertueux du point de vue écologique. En fait, il est déjà en œuvre. Lorsqu'on s'intéresse aux agricultures paysannes africaines, on observe que les agriculteurs, j'ai beaucoup travaillé au Burkina Faso par exemple, ont créé une agriculture climato-intelligente depuis fort longtemps. Les opportunités sont importantes. On a cité les opportunités, en particulier en matière d'hydroélectricité. Le projet le plus ambitieux, tout le monde le connaît, qui est un peu démentiel, dont on parle déjà depuis fort longtemps, qui est celui du Grand Inga, donc à l'embouchure du bassin du Congo, et qui devrait permettre de satisfaire au moins la moitié des besoins énergétiques de l'Afrique par un moyen, une ressource renouvelable. C'est l'équivalent des 3 gorges chinois. Donc il y a d'autres barrages, évidemment celui de la barrage de la Renaissance en Éthiopie. Donc il y a un certain nombre déjà de grands projets qui s'engagent vers ce saut technologique, en particulier en matière d'énergie. On estime traditionnellement qu'il y a 5 angles d'attaque qui tireraient bénéfice des modifications en faveur des prix, la modification des prix en faveur des énergies renouvelables, le solaire, mais pas seulement, l'éolien, le géothermique. C'est assez significatif, notamment en matière de solaire, mais peut-être que Total en dira quelque chose, on dira un mot tout à l'heure, de voir une diffusion très très spectaculaire en Afrique, de nouveaux modèles, en particulier des modèles off-grid, hors réseau, avec énormément d'innovations, en particulier en matière de tarification, des innovations qui peut-être reviendront vers les pays du Nord, en particulier l'Europe, comme étant des sources intelligentes pour couvrir les besoins. Le deuxième angle d'attaque, c'est celui de la suppression progressive des subventions néfastes,
en faveur des énergies fossiles. Rien que la Côte d'Ivoire dépense 10 fois plus en subventions en faveur des énergies fossiles que son budget de santé. Et ces chiffres sont à peu près identiques pour le Nigeria ou des pays voisins. Il y a donc beaucoup à faire pour changer les comportements en modifiant des systèmes de prix, des systèmes de subventions qui ont des effets pervers. Et bien sûr, progressivement, et je dirais un tout petit mot tout de suite, l'inclusion de politiques environnementales vertueuses dans un certain nombre de pays africains eux-mêmes, le verdissement des aides, si l'AFD est représentée, elle expliquera qu'elle tend vers un 100% projet climato-compatible. Donc il y a un changement complet du paradigme des aides internationales en faveur de ces énergies vertes. Et enfin, le fameux découplage, c'est-à-dire la dissociation qu'il peut y avoir entre la croissance et l'utilisation des énergies. Je voudrais signaler, avant de finir, qu'il y a deux mécanismes qui sont particulièrement, qui disposent d'un fort potentiel actuellement, celui de la certification et des marchés verts. C'est probablement une des orientations les plus prometteuses et poussées par les États. À cet égard, je me plais assez régulièrement à citer les mérites d'une entreprise française qui m'avait, depuis 20 ans, fort impressionné, c'est l'entreprise Rougier, en matière d'investissement responsable dans le secteur forestier, et qui a fait date, puisque depuis une vingtaine d'années, le modèle mis en place en matière de gestion responsable dans le secteur des forêts, aussi bien au plan sociétal qu'au plan environnemental, a été à l'origine de beaucoup de mesures de code forestier, et je tiens à saluer les mérites de cette entreprise. Et l'autre mécanisme qui dispose d'un fort potentiel, c'est celui de la compensation, c'est-à-dire celui des crédits carbone. Enfin, pour terminer, je cite quelques pays particulièrement vertueux qui disposent d'une véritable politique en matière de lutte contre le changement climatique. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Éthiopie, c'est le Ghana, c'est le Kenya, le Maroc, tout le monde le sait, le Mozambique et enfin le Rwanda. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de travailler avec ces pays. D'autres vont rentrer dans ce cycle vertueux, mais ces pays ont déjà adopté et mis en œuvre depuis un certain nombre d'années des politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Je vous remercie. Merci infiniment, Pierre Jacquemot, pour cet exposé concis et direct. Alors, Didier et Julienne, peut-être commencer par vous. Une première réaction à cet exposé. Est-ce que le green leapfrogging, c'est-à-dire des sauts technologiques pour sauter les étapes et adopter directement des énergies vertes, vous paraît quelque chose de réaliste, une option réaliste sur l'Afrique actuellement? Permettez-moi d'abord de remercier le trio organisateur CCIP, Sian et puis MOSI. Et nous avons assez peu de temps, donc je vais répondre à quelques questions dans de grandes lignes. Le problème de la question que vous posez, c'est éviter que le développement de l'Afrique passe par la case du charbon. Il faut absolument limiter la hausse des températures et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de charbon en Afrique dans son développement à venir. Dans le même temps, il faut électrifier l'Afrique. Et je pense que là, nous aurons deux étapes pour répondre plus précisément à votre question. C'est d'une part celle des mini-réseaux qui permettent immédiatement d'apporter de l'électricité à la ruralité africaine et donc d'éviter un exode rural. Et puis deuxièmement, dans un deuxième temps, à moyen terme, c'est l'électrification de masse. La première étape, moi je l'illustre assez souvent en vous conseillant, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir le film d'Emmanuel Gras qui s'appelle Makala et qui se passe dans la région de Kolwezi. On comprend immédiatement que pour éviter le charbon, l'urgence c'est d'apporter une électricité fiable à environ
9 Africains sur 10. Et dans ce cadre-là, les mini-réseaux hybrides, notamment avec du solaire, me paraissent une bonne solution. Ce sont ces mini-réseaux qui apportent, grâce à un panneau solaire, par exemple, ou plusieurs, une lampe, une prise USB, une prise électrique, voire une prise de radio, une prise TV ou une prise pour un ventilateur. Ça me paraît être la meilleure chose, et c'est ce genre d'initiative qui permet également aux écoliers de faire leurs devoirs le soir et donc de changer la vie de millions d'Africains immédiatement. Toutefois, c'est un saut technologique, et à mon avis, ce saut technologique est insuffisant pour l'étape numéro 2, qui est l'électrification de masse qui arrive, c'est-à-dire l'électrification de villes modernes, qui ont été montrées tout à l'heure sur la carte par l'économiste, les villes à venir, qui dépasseront 10 millions d'habitants ou 2 millions d'habitants. Eh bien, à l'image de ce qui s'est passé en Afrique pour le téléphone mobile, qui est arrivé directement sans l'étape du téléphone filaire, je suis persuadé que nous verrons des villes intelligentes arriver en Afrique sans passer par une étape intermédiaire, donc du village directement à la ville intelligente, de l'artisanat directement à l'usine avec l'intelligence artificielle, de l'agriculture traditionnelle à une agriculture avec des herbicides biocontrôle sans aucun glyphosate, bien entendu, et voire, pour certains, si cela arrive vraiment, du vélo à la voiture électrique. Et ma conviction est que ce saut, cette nouvelle électricité ne sera pas donc celle du charbon, mais ce sera une électricité qui sera celle de l'hydroélectricité et du gaz, comme c'était indiqué à l'instant. L'hydroélectricité, j'y crois beaucoup, et le gaz, bien écoutez, je pense que la personne de Total pourra en parler tout à l'heure. Dans vos écrits, vous soulevez un problème que rares sont les experts à soulever, c'est que les équipements pour les énergies renouvelables utilisent des métaux qui sont relativement finis, et qu'on est peut-être en train de passer dont l'Afrique est productrice, bien entendu, mais oui, dont on est peut-être en train de passer d'une dépendance aux hydrocarbures à une dépendance à certains métaux que tout le monde n'aura peut-être pas la chance de pouvoir bénéficier. Oui, c'est quelque chose qui est souvent occulté. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le vent qui font l'électricité. Ce qui fait l'électricité, ce sont les métaux qui sont dans la turbine de l'éolienne, et ce qui fait l'électricité, ce sont les métaux qui sont dans la turbine de l'éolienne, mais ce qui transporte l'électricité, ce qui la stocke et ce qui permet de la consommer, ce sont les métaux qui sont dans les câbles, dans les batteries, et puis dans les appareillages, qui vont donc consommer l'électricité. Ces métaux sont parfois des métaux, comme vous le dites, des petits métaux, des métaux mineurs, mais le plus souvent, ce sont des métaux majeurs, tels que le cuivre. Et le problème que nous rencontrons, c'est que lorsque vous regardez une éolienne, par exemple, savez-vous qu'une éolienne moyenne utilisera 50 à 60 fois plus de cuivre pour fabriquer 1 mégawatt qu'une centrale nucléaire, qu'une voiture électrique va consommer ou va embarquer 4 à 5 fois plus de cuivre qu'une voiture normale. Et lorsqu'on prend conscience de ces chiffres-là, on se dit, bon, il suffit d'augmenter le gigantisme des énergies renouvelables, faire par exemple des éoliennes plus grandes, ou tout simplement de perfectionner les panneaux solaires. C'est vrai, ça permet de faire des économies d'échelle, mais ce gigantisme ne permet pas d'éviter à une éolienne de tomber en panne, par exemple, et qu'il faut la réparer, ou à des panneaux solaires d'être eux aussi, de fonctionner en intermittence. Et par conséquent, les métaux qui sont utilisés dans ces énergies renouvelables sont, entre guillemets, moins rentables que les métaux qui vont être utilisés dans des productions d'électricité plus traditionnelles. Et c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, on insulte, si je puis dire, des énergies renouvelables en leur disant que ce n'est pas rentable.
En réalité, parfois, elles le deviennent petit à petit, mais elles perdront en rentabilité au fur et à mesure que le prix de ces métaux vont augmenter. Et ils vont nécessairement augmenter. Du fait que les mines qui viennent et qui vont les produire vont être plus coûteuses parce que les gisements seront plus pauvres, d'une part, et parfois ils sont plus difficiles d'accès. Et par conséquent, la rentabilité de cette électricité produite ne pourra pas être transmise aux consommateurs sans des subventions. Subventions qui sont parfois des impôts comme nous le payons tous sur notre facture d'électricité CSPE qui viennent la subventionner, par exemple, les énergies renouvelables en France, mais qui pourront peut-être aussi exister un jour en Afrique. Et comme je vous le disais, et pour finir là-dessus, les métaux qui, à mon avis, sont les plus caractéristiques des énergies renouvelables sont certes, comme je vous disais tout à l'heure, les métaux dits confidentiels, mais moi je pense que c'est le cuivre, le zinc, l'aluminium, qui sont parfois des métaux qui sont produits en Afrique. Et à l'avenir, le prix de ces métaux ne baissera pas parce que l'Afrique en aura elle-même besoin pour son propre développement. Et ça me pose d'ailleurs une autre question, c'est si j'ai besoin de plus de métaux pour le développement africain, plus de métaux pour les énergies renouvelables, ça pose réellement le problème de l'eau, car pour produire tous ces métaux, on a besoin de beaucoup d'eau. Alors c'est un aspect effectivement qu'on n'a pas l'habitude de traiter dans des débats sur les enjeux climatiques. Alors bon, la France est un secret pour personne, n'est plus du tout présente dans le secteur minier africain, un peu dans le manganèse encore, un peu dans l'uranium. Et bien sûr, elle est présente dans le pétrole et le gaz. Alors, pour vous, quelles pourraient être les opportunités pour les savoir-faire français dans ces domaines-là? Bien, j'en vois 4. Moi, je vois 4 opportunités. L'une a déjà été notée tout à l'heure. C'est d'une part, toutes les entreprises qui évoluent dans le service aux mines et au secteur minier. Alors, cela signifie... d'une part, ou plutôt, ça va des entreprises qui sont dans les explosifs, nous en avons en France, et jusqu'aux entreprises qui sont dans le retraitement de l'eau, qui est utilisée dans les mines. Et ça passe par les services du numérique qui sont là pour schématiser les gisements. Ça passe par les services liés aux bases vie, parce que ces mines sont de plus souvent éloignées. Et puis, bien entendu, ça passe par les services aux mines dans le secteur de l'énergie. Vous devez savoir qu'une grande partie du secteur minier a une énergie qui est autonome, c'est-à-dire que chaque mine a sa centrale énergétique. Et le plus souvent, en Afrique, cette centrale fonctionne au charbon ou au fioul. Par conséquent, certains essayent de les faire fonctionner avec des énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables ne sont pas assez puissantes pour amener de l'électricité à une industrie. Par conséquent, j'imagine qu'il faudra trouver d'autres solutions. J'en vois 2. Et je passe à la deuxième opportunité. Quelle électricité de masse pour l'Afrique? L'hydro, d'un côté, le gaz de l'autre. Le gaz sera abordé certainement par mon collègue de Total, mais en ce qui concerne l'hydro, les sociétés françaises qui évoluent dans le secteur des travaux publics sont bien entendu bien placées, et je ne pourrais que conseiller à l'une d'entre elles de racheter une partie du secteur turbine d'Alcatel qui a été vendue à General Electric. Alstom. D'Alstom, qui a été vendue à General Electric, à turbine spécialisée, leader mondial d'ailleurs, dans le domaine de l'hydrologie. Troisième opportunité, après le secteur minier et le service, après l'hydrologie et le gaz, la consommation électrique, ça a été rappelé à l'instant. Les sociétés françaises sont parfaitement bien placées pour tout ce qui concerne les futures grandes villes africaines, pour les rendre beaucoup plus économes dans la consommation
d'électricité. Cela passe par, bien entendu, ce qu'on appelle la ville connectée. Ça passe par les compteurs qui permettent de mieux consommer l'électricité. Et puis, quatrième opportunité, je terminerai par ça, mais je ne fais que la survoler parce que nous en parlerons tout à l'heure, ce sont les normes RSE, responsabilité sociale et environnementale. Nous avons certainement quelque chose à dire là-dedans. Et en conclusion, je voudrais juste, en écho à ce que vous disiez à l'instant à propos de la Concorde, vous dire un petit mot sur comment peut-on imaginer que plus de confort électrique pourrait indéfiniment profiter à un petit nombre de privilégiés sans révolte. C'est une question que je ne cesse de me poser à propos de l'Afrique. Comment imaginer qu'une électricité peu coûteuse, profitant à plus d'un Africain, ne chamboule pas la société, l'éducation, l'industrie, ne permette pas à chacun de s'améliorer et de participer à la vie de sa propre communauté, ne serait-ce qu'en faisant ses devoirs le soir, lorsqu'on n'a pas d'électricité et que la nuit tombe, on ne peut pas le faire. Et pour créer ce moment, il faut sans doute rendre plus souple la société africaine, et parce que l'électricité est justement un vecteur de concorde, ce que vous disiez tout à l'heure et qui m'a beaucoup touché. Il me semble que la vraie question africaine autour de l'énergie est celle-ci, et je vous la pose, je n'ai pas de réponse. Est-ce que plus de concorde sera atteinte par une transition énergique douce ou bien par une révolution énergétique? Merci. Merci Didier Julien. On voit la déformation conférencier. En fait, on va rester assis. Donc, alors justement, je me tourne un peu vers les représentants des entrepreneurs, des entreprises françaises, et pour commencer par EcoAct. Alors vous êtes en plein dedans, hein, vous êtes dans la compensation carbone volontaire. C'est un des mécanismes dont a parlé Pierre Jacquemot tout à l'heure, comme porteur. Alors d'abord, rassurez-moi, parce que le marché des crédits carbone a eu très mauvaise presse en Europe ces derniers temps, en France en particulier, avec scandale sur des fraudes massives à la TVA, sur les quotas de CO2. Alors qu'en est-il du marché sur lequel vous opérez et qui vend, qui achète ces crédits carbone? Voilà. Tout à fait. Bah, écoutez, merci pour cette question. Effectivement, il faut commencer par un petit peu de pédagogie. Donc, vous parlez du marché des quotas et effectivement de la fraude qu'il y a eu à la TVA sur ces quotas. C'est un marché qui est axé sur l'EUETS et la fraude qu'il y a eu n'a rien à voir avec le marché de la compensation carbone volontaire sur laquelle nous opérons et qui, elle, s'inscrit complètement dans le cadre de projets concrets qu'on va monter sur le terrain et qui, par les économies d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles vont générer, vont permettre de générer des crédits carbone. Et c'est en plus un mécanisme qui est dans les traités Kyoto, par exemple. Tout à fait. Et qui est complètement régulé, on va dire, quand il s'agit de lutter contre le changement climatique. Exactement. Donc, pour contextualiser un petit peu, qu'est-ce que la compensation carbone? La compensation carbone, c'est un mécanisme qui a vu le jour suite au protocole de Kyoto, donc en 92. Il y a eu plusieurs mécanismes de projets qui ont vu le jour, les MDP, mécanismes de développement propre, les mises en œuvre conjointes sur les territoires domestiques et la compensation carbone volontaire qui s'inscrivait dans des échanges de gré à gré entre des porteurs de projets dans les pays du Sud, les pays en développement, et des entreprises du Nord qui souhaitaient justement apporter des financements appropriés aux pays du Sud. Donc la beauté de la compensation carbone, c'est que c'est un trait d'union qui s'est mis en place justement entre le Nord et le Sud, un programme vertueux qui permettait justement par ses apports de financement, par l'achat de crédits carbone, d'aller vers des projets donc vertueux qui permettaient de financer des projets qui ne s'inscrivaient pas dans le cadre du business as usual, c'est-à-dire ça permettait de mettre en place, par exemple, des projets d'efficacité énergétique, des projets d'énergie renouvelable, des projets de captage du méthane ou des projets d'utilisation des terres et des forêts. Donc sans ces financements, les pays en développement, notamment l'Afrique, puisqu'on en parle, mais aussi l'Amérique latine et puis les pays d'Asie,
auraient continué à mettre en œuvre, par exemple, des centrales thermiques, je pense à la Chine notamment, et grâce à ces mécanismes, on est rentré dans le cadre de financement possible de projets d'éoliennes, de projets de foyers de cuisson améliorés, par exemple, ou alors de préservation de la forêt. Alors justement, vous vous contentez pas seulement d'être un ingénieur de ce genre de projet, vous n'êtes pas un intermédiaire qui met en contact le marché, enfin les vendeurs et les acheteurs. Vous avez investi en fonds propres vous-même dans un projet au Kenya qui est assez important. Dis-nous en plus, puisqu'il s'agit d'équiper 300 000 foyers en foyers améliorés. Exactement. Alors, pour préciser un petit peu le positionnement, effectivement, nous, on est un acteur qui agit pour la préservation du climat et puis au niveau de l'énergie également. Ce qu'on va mettre en place, c'est des projets bas carbone qui vont avoir un impact positif sur le terrain, donc des projets d'impact et qui vont permettre aussi d'avoir tout un tas de co-bénéfices, donc au niveau de la préservation de la santé, de l'amélioration de la biodiversité, par exemple, préservation de la ressource en eau, etc. Donc on s'inscrit vraiment dans le cadre du protocole de Kyoto, donc on était à la COP 23. Juste avant la COP 23, il y a eu le rapport de l'ONU qui est sorti, le 8e rapport de l'ONU qui disait que la Terre est au bord de son seuil de bascule, donc il y a véritablement une nécessité à agir très très rapidement. Donc on parle de catastrophe. En parallèle, en 2015, on a eu les Nations Unies et les pays des Nations Unies qui sont mis d'accord pour mettre en avant la nécessité de réduire la pauvreté, ensuite d'apporter de la prospérité à tous et puis de préserver la biodiversité. Donc c'est tout ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Donc travailler sur tous ces co-bénéfices. Donc il y a un langage universel commun qui s'est mis en place pour faire en sorte d'apporter de la prospérité dans tous les pays du monde. Donc il y a une vraie nécessité pour s'inscrire dans ce cadre-là, à travailler sur un axe qui est pour nous essentiel, c'est avancer sur la neutralité carbone. Donc que l'ensemble des acteurs s'inscrivent dans ce cadre-là, une approche qui soit combinée de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud, bien sûr, aussi mettre en œuvre la compensation comme je l'ai présenté, puisque c'est un axe formidable de développement pour les pays du Sud grâce à des financements qui viennent du Nord, et puis l'adaptation. Donc on voyait dans l'intervention de M. Jacquemot et de M. l'apothicaire qu'il y avait un vrai besoin, effectivement, au niveau de l'Afrique subsaharienne notamment, pour mettre en place ce type de projet, pour éviter que les erreurs qui ont été faites dans les pays du Nord ne se refassent dans les pays du Sud, en apportant ces financements. Le projet Kenya, alors c'est un projet intéressant parce qu'il y a 300 000 foyers qui vont avoir des points de cuisson et de cuisine beaucoup moins polluants, c'est pour tout le monde. Et vous créez une manufacture locale qui va fabriquer 60 000 de ces foyers. Alors expliquez-nous un peu le modèle économique de ce... Alors concrètement, effectivement, nous développons des projets, nous sommes développeurs de projets dans les pays du Sud, donc notamment au Kenya, on a développé un projet de foyers de cuisson améliorés. Donc ce sont des foyers qui vont être distribués aux femmes pour cuisiner. Donc c'est très très concret et ça va permettre d'apporter une alternative aux foyers 3 pierres traditionnels qui consomment beaucoup plus de bois. Donc on réduit de moitié la consommation du bois, on va donc réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre qui sont traditionnellement utilisées. Et vous, en plus, vous offrez 3 arbres à planter à chaque fois que vous vendez un foyer. Exactement, donc vous connaissez bien le projet. Donc effectivement, on a distribué 60 000 foyers améliorés, ce qui va impacter la vie de 300 000 personnes sur le terrain. On subventionne ces foyers améliorés puisque ça permet à des populations les plus pauvres d'accéder à ce foyer amélioré. Donc il est vendu concrètement 200 Kenyan shillings, là où à produire il nous coûte 800 Kenyan shillings. Donc vous voyez, il y a un différentiel de 600 Kenyan shillings qui est couvert par le financement des crédits carbone, ce qui permet justement de distribuer dans des comtés les plus pauvres. Donc on est autour du Mont Kenya, dans des comtés, je vais rentrer dans le détail, Embu East, Embu North, Mbere South, des comtés très, très disséminés au niveau des communautés villageoises qui vont pouvoir habiter ici. Donc nous, on se charge de toute la logistique
au niveau du projet. Donc le manufacturing, bien sûr, c'est-à-dire il a fallu insuffler la réalisation de manufactures sur le terrain de foyers améliorés. Donc on a suscité la création de 2 manufactures, ce qui a permis de créer 150 emplois, et puis des emplois indirects aussi, puisqu'on travaille avec tout un réseau d'ambassadeurs sur le terrain. On a une équipe de 35 personnes sur place, donc des field officers qui prennent en charge les foyers améliorés pour les distribuer et les apporter, faire le last mile, le dernier kilomètre au niveau des populations. Et ensuite, on va monitorer ce projet dans la durée. C'est un projet qui va durer 10 ans, mais bien sûr, puisque les méthodologies durent 10 ans, les méthodologies de compensation carbone, mais tout l'intérêt, c'est de s'inscrire justement dans la durée. On parle de développement durable, être capable de mener ce projet indéfiniment. Donc, année après année, on va travailler aussi à monitorer tous les foyers pour s'assurer qu'ils sont encore présents sur place, qu'ils sont utilisés dans de bonnes conditions, que le bois arrive bien à destination, qu'il est utilisé, qu'il y a bien 50% d'économies de bois qui sont réalisées. Et puis, année après année, les auditeurs nous accompagnent sur le terrain et on voit, on concrétise les émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées année après année. On dispose alors des crédits carbone qui sont vendus aux pays du Nord. Et notamment à un fonds qui s'appelle Livelihood. Alors, Livelihood. Qui s'appelle, où il y a Danone, il y a la Caisse des dépôts, il y a le Crédit Agricole et la boucle est bouclée en fait. Tout à fait. Donc, on a lancé ce projet sur fonds propres en 2011. On a eu la chance après de rencontrer le fonds Livelihoods, donc, qui est piloté par Danone et dans lequel il y a Crédit Agricole, Hermès, Michelin, Caisse des dépôts et consignations, le groupe La Poste. Il y a 10 entreprises qui sont mises dans ce fonds pour financer des projets de ce type à travers le monde. Donc ils sont rentrés et ils ont financé l'intégralité de ce projet à partir de 2013. Et aujourd'hui, on est en réflexion pour développer d'autres projets, notamment en Éthiopie, Kenya et Ouganda. Alors justement, d'une manière générale, les entreprises françaises sont-elles actives, qu'elles soient acheteurs ou vendeurs, ou qu'elles montent des projets, ou qu'elles soutiennent des projets? Est-ce qu'elles sont actives sur cette activité de compensation carbone en Afrique? Alors, de plus en plus. Donc, on voyait que l'Afrique, c'est un pays qui, injustement, est largement touché par le changement climatique, puisqu'ils n'émettent que 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors qu'ils subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. J'ai pu constater sur le terrain l'intensification de la désertification, la problématique à aller rechercher le bois de plus en plus loin au niveau des ménages. Oui. Bref, on voit qu'au niveau mondial aussi, si on s'inscrit dans l'accord de Paris, il faut avoir une attitude responsable au niveau de l'environnement et du climat. Les collectivités, les organisations, les institutions ont manifesté leur engagement. Les entreprises aussi ont été fortement sollicitées par les parties prenantes suite à la COP21. Donc on constate effectivement un engouement et puis une prise de conscience et une intégration de la dimension changement climatique comme étant un levier de performance au niveau des entreprises qui concrétisent leur engagement en faveur du climat. Donc quand je parlais tout à l'heure de la neutralité carbone, Nicolas Hulot s'est engagé dans le cadre du plan climat au niveau de la France pour la neutralité carbone de la France à horizon 2050. De plus en plus d'entreprises aussi s'inscrivent. Je pense notamment à la coalition B-Team, qui est pilotée par Richard Branson, Virgin, où des entreprises telles que Firmenich sont engagées aux côtés de Mohamed Younous. Donc il y a une vraie dynamique autour de cette thématique de la neutralité carbone qui donne une place importante à la compensation. Donc oui, la réponse est oui. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors je voudrais qu'on aborde une autre solution nouvelle et qui concerne, on reste dans les hydrocarbures, mais des hydrocarbures qui sont plus propres. Alors Christophe Leblanc, directeur donc projet chez Total Gaz et Énergie Renouvelable. Bon, on ne présente plus Total. Vous êtes un acteur majeur dans l'amont, la production pétrolière, mais aussi dans l'aval, la distribution en Afrique. On ne va pas se le cacher, c'est quand même la réalité, c'est que les groupes pétroliers n'ont pas très bonne presse lorsqu'on parle du respect de l'environnement et des enjeux climatiques.
Ce que l'on sait moins peut-être, c'est qu'ils investissent massivement actuellement dans les alternatives, les sources d'énergie alternatives, qu'elles soient de transition ou renouvelables. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer peut-être, rappeler les engagements globaux de Total dans le cadre de la dernière COP 22 à Marrakech? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, alors tout à fait. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Alors, je crois que Total n'a pas attendu la COP 22 pour prendre des initiatives et des engagements assez forts dans le secteur environnemental. Ça fait plus d'une dizaine d'années que Total promeut la taxation du CO2 de façon universelle, j'allais dire, pour la génération électrique. Rappelons-le, on en a parlé beaucoup de la taxation CO2, mais aujourd'hui, 13% uniquement des émissions CO2 sont taxées dans le monde, ce qui crée effectivement encore un déséquilibre et un avantage pour le charbon dont il va falloir reparler ensemble. Total est aussi membre d'organisations internationales comme l'OGCI, qui est une initiative climat qui a été lancée en 2015. C'est un fonds de 1 milliard de dollars qui regroupe 9 producteurs gaziers et pétroliers mondiaux et qui s'engage à étudier des solutions alors, assez innovantes et assez technologiques, on va dire, sur la capture et le stockage de carbone. C'est un peu l'enjeu de demain, hein, sachons-le, au niveau énergétique, c'est de pouvoir capturer ça sous forme solide et le réinjecter proprement. Et aussi sur des initiatives, alors qu'on voit un peu moins, mais qui vont être le grand driver de l'assainissement de l'environnement mondial, qui sont les solutions bas carbone dans le transport notamment et l'industrie. Voilà. Donc ça, ce sont les initiatives. Les engagements de Total, vous les avez peut-être vus dans la presse, c'est l'initiative de réduire et de supprimer le torchage de routine, c'est-à-dire le flaring, comme on l'appelle, c'est-à-dire les phénomènes de brûlage de gaz sur les champs de production, qui est une grosse source aujourd'hui de pollution. C'est aussi de s'engager, en tout cas en interne, à améliorer son efficacité énergétique de 1% par an. Et j'allais dire, le premier engagement de Total, c'est surtout d'appliquer la stratégie 2 degrés de l'AIE à 2035 dans son scénario énergétique. C'est-à-dire que Total, aujourd'hui, a clairement annoncé que le mix énergétique produit par Total convergera vers les 20% d'activité bas carbone et dépassera les 50% pour le gaz, ce qui est totalement en ligne avec la vision mondiale pour atteindre le scénario des 2 degrés. Donc ce ne sont pas des petits engagements, c'est mis en place dès aujourd'hui. D'autant plus qu'ils viennent du 4e major pétrolier mondial. Donc. Oui, alors 4e major pétrolier mondial, oui, avec un coup d'accélérateur sur le gaz et sur les énergies renouvelables, qui a été enclenché très tôt. Hein. On est passé aujourd'hui dans notre portefeuille de 35% de production de gaz il y a moins de 10 ans à plus de 50% aujourd'hui. Ça va continuer à s'accroître. Total prend beaucoup de risques et investit énormément dans les grands champs de production mondiaux, que ce soit en Russie, Australie, Golfe de Guinée, notamment en Afrique. On est le premier opérateur offshore, deep offshore, pour la production gazière et pétrolière, mais aussi dans les accès au gaz, j'allais dire, pas cher. Et ça, il faut qu'on en reparle aussi. C'est bien de vouloir faire de l'environnement, mais c'est bien de rendre accessibles les solutions. Et le gaz a encore quelques efforts à faire. C'est aujourd'hui la molécule la moins chère au niveau des molécules liquides pour apporter de l'énergie, mais il y a encore un petit challenge vis-à-vis du charbon, on n'est pas loin, pour permettre de battre aussi économiquement le charbon, sans parler de l'aspect environnemental des choses. Donc pour ce faire, il faut développer des accès à des gaz pas chers. L'exemple, c'est le gaz américain, mais ce sont aussi les grands champs de production gazier en Russie, sur lesquels le groupe investit beaucoup. Et c'est aussi de trouver des solutions sur le transport de ce gaz et l'importation du gaz. Aujourd'hui, la molécule gazière n'est pas chère, pour faire simple, mais elle est difficile à transporter, elle est assez onéreuse, on doit utiliser des moyens techniques compliqués pour liquéfier ce gaz et le mettre à disposition des pays émergents. Donc c'est ça l'axe principal pour nous, enfin, pour ma direction en tout cas, c'est de travailler dans ces vecteurs de gaz économique. Alors justement, sur l'Afrique, vous portez actuellement, enfin la priorité que vous portez actuellement, c'est produire plus propre et moins cher.
Et vous vous positionnez sur, en fait, l'accompagnement de la transition vers les énergies renouvelables, avec une solution reposant sur le gaz, et qui est assez innovante, puisqu'il s'agit d'usines flottantes, en fait. Oui, alors j'écoutais avec attention les présentations tout à l'heure qui montraient effectivement le climat de confiance des différents pays en Afrique. Et en fait, vous le savez, l'Afrique est la zone dans le monde avec l'Asie du Sud-Est sur laquelle le besoin de développement de l'énergie est le plus important. On ne va pas rentrer dans les chiffres, mais c'est de loin les zones les plus importantes. En gros, on prévoit un doublement de la capacité électrique, un besoin de doubler la capacité électrique en Afrique sous 10 ans, ce qui est énorme. Alors, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie disent que pour respecter la contrainte de 2 degrés, doubler cette capacité électrique revient à créer uniquement la capacité sous forme de renouvelable ou de gaz. C'est-à-dire dire que l'axe est donné, il faut switcher dans la capacité incrémentale électrique sur la génération électrique gazière et les énergies renouvelables, que ce soit de l'hydroélectrique, de la géothermie, hein, on n'a pas parlé, mais ça c'est important en Afrique, le solaire évidemment, sur lequel nous on investit beaucoup. Et donc voilà. Alors, pour ce faire, et là je reviens sur le gaz, il faut permettre de trouver des solutions innovantes d'importation du gaz qui sont beaucoup moins onéreuses que celles du passé. Dans le passé, pour importer du gaz, il fallait construire un terminal gazier qui coûtait très très cher. Enfin, en gros, en dessous d'1 milliard, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on arrive à trouver des systèmes qui permettent de mettre à disposition des terminaux flottants, donc beaucoup moins chers, beaucoup moins dégradants en termes d'empreinte au sol aussi, ça il faut le signaler, qui permettent de fournir une infrastructure gazière dont le ticket d'entrée est tout à fait compatible avec la contrainte économique qui est de faire baisser le coût de la génération électrique dans le pays. C'est un sujet sur lequel on investit beaucoup dans le monde et on a la chance d'être le premier projet en Afrique subsaharienne avec la Côte d'Ivoire qui a été citée à nombreuses reprises ce matin, en partenariat avec les autorités où on développe un terminal gazier qui sera le premier et le plus grand terminal gazier du continent, qui sera à même d'importer du gaz de façon très économique et surtout très flexible, car la Côte d'Ivoire, c'est un peu un pays à l'image de ce qui a été dit ce matin, c'est un pays qui a besoin d'énergie, de doubler sa capacité électrique d'ici 2020, mais aussi qui est producteur de gaz. Et la production de gaz en Côte d'Ivoire a atteint son maximum et sur le déclin. C'est aussi le cas de beaucoup de pays africains qui ont ce double challenge, un, de savoir ce qu'ils vont faire avec la réduction de leur production domestique, et deux, comment alimenter les nouvelles centrales électriques. Alors, malgré ce tableau un peu rose sur la Côte d'Ivoire, qui se passe bien, le projet est en phase d'étude finale avant la construction du terminal, qui devrait être décidé dans les prochains trimestres. C'est aussi un exemple de ce qui peut se passer en Afrique. En parallèle à notre projet est décidé une centrale charbon à San Pedro, qui est la grande ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est là tout le challenge, si vous voulez. Aujourd'hui, on est plus propre, on est moins cher aussi en termes d'investissement et même en coût complet, les dernières études le montrent, mais le charbon est encore là. Le gaz, juste pour notre gouverne, le gaz est fois moins polluant que le pétrole. C'est 2 fois moins. Alors, les émissions de CO2 dans la génération électrique par le gaz comparé au charbon, c'est 2 fois moins. Vous divisez par 2. Et quand on parle de pollution, enfin, on parle de CO2, mais il faut parler aussi des particules, les NOx, les SOx pour les techniciens, particules azotées ou soufrées, où là, le gaz, c'est 0 particules. Hein. Et c'est un élément très important. On a parlé des futurs mégapoles d'Afrique. La pollution est endémique dans ces zones pour ceux qui vont dans les grandes villes africaines. On a tort de penser que les Africains n'attachent aucune importance à ça. Ils en attachent beaucoup plus d'importance. À titre d'exemple, à Abidjan vient d'être décidé l'achat d'une centaine de bus CNG par la Sotra. Ça a été annoncé il y a 3 jours. Et c'est effectivement une activité qui est aussi supportée par la Banque mondiale dans ce souci de développer l'environnement. CNG, c'est-à-dire que c'est au gaz. CNG, pardon, oui. C'est le gaz compressé. D'accord, ok. Et Total investit, le projet ivoirien, c'est de l'ordre de 100 millions d'euros quand même. Alors, le projet ivoirien, c'est en termes de capitaux directs, c'est 120 millions d'euros pour être précis.
C'est un projet assez conséquent parce que le bateau usine, ça sera un bateau qui sera loué, entre guillemets, ce sera un leasing. Et donc, c'est un projet dont la vocation première est de fournir les centrales électriques en gaz en Côte d'Ivoire sur une vingtaine d'années, avec des contrats de 20 ans, hein, mais aussi, et on l'a vu, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, on le constate un peu partout dans le monde dès qu'un projet arrive. Dès qu'un projet est annoncé, les besoins connexes dans l'industrie, dans le transport se manifestent. L'exemple des bus, les bus en Côte d'Ivoire auraient été développés il y a une dizaine d'années, les bus gaziers, s'il y avait eu assez de gaz. D'accord. Donc on revient au leapfrogging, en fait. On revient au leapfrogging, on peut même faire le lien avec l'Afrique est décidément montre les voies. On peut même faire le lien avec l'explication sur les mines. Hein, je ne veux pas monopoliser l'attention, mais les miniers nous approchent, enfin quand je dis nous approchent, ils approchent tous les gaziers aujourd'hui pour dire, on est énergivore en termes d'électricité, mais aussi on a des gros caterpillars et autres qui brûlent du diesel. Et alors notre molécule a la chance d'être moins chère, beaucoup moins chère que le diesel, donc j'allais dire, mais c'est des gros investissements quand même, faut pas éluder ça. Alors, Manuel Flao, justement, alors vous êtes un consommateur de carburant, mais vous êtes surtout donc directeur des ventes d'une compagnie aérienne. Alors, est-ce qu'une compagnie aérienne comme Air France, qui dessert l'Afrique, se sent concernée par tous ces enjeux? Et comment éventuellement elle en tient compte? Oui, alors évidemment, en tant que compagnie aérienne, on est exposé, je veux dire, de plein fouet aux conséquences et aux contraintes du dérèglement climatique. Puisque voilà, quand on voit des événements météorologiques exceptionnels comme le cyclone Navar à Madagascar au début d'année, forcément ça dérègle complètement notre activité, ça nous oblige à changer nos opérations. Donc ça fait en fait très longtemps qu'on a commencé à réfléchir sur le sujet de l'impact du changement climatique et comment justement transformer cette contrainte en opportunité. Ça a passé par l'adoption d'un plan climat il y a déjà plus d'une quinzaine d'années qui visait à travailler sur 6 axes. Il y avait déjà tout ce qui était baisser un petit peu notre consommation et l'empreinte carbone en modernisant notre flotte et donc l'abandon accéléré de type avion qui est très consommateur comme le 747, le Boeing 747 par exemple. C'est aussi travailler sur les carburants alternatifs, biocarburants. Évidemment, donc on contribue énormément à l'effort de recherche, notamment avec des industriels et des partenaires en France. C'est aussi travailler avec des programmes de protection de l'environnement, et notamment en Afrique. On travaille aussi à Madagascar avec des projets de reforestation, notamment, mais aussi dans d'autres pays africains. On a une fondation, la Fondation Air France, qui a mené plus de 30 projets l'année dernière sur le territoire africain. Et ça passe aussi par une mobilisation des personnels. Donc ça fait plusieurs années qu'on incite un petit peu tous les personnels dans tous les domaines de l'entreprise à travailler sur des plans d'action, notamment basés sur l'éco-conception. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce travail qui a été mené depuis très longtemps nous a donné un petit peu une expertise, en tout cas dans notre industrie, dans la politique climatique, on va dire, mais aussi en tant que, et je rejoins ce que disait Didier Julienne sur la RSE, ça nous a donné une vraie légitimité avec de beaux succès à la clé. Quand on parle de réduction d'empreinte carbone ou d'émissions de CO2, depuis 2011, on a baissé en fait nos émissions de 11%, malgré une progression de la flotte de 14%. On est à la moitié du chemin parce qu'on a l'objectif de baisser nos émissions de 20% d'ici 2020. Mais ça passe aussi par une réduction des déchets là aussi de 11% depuis 2011, réduction du bruit 34%. Avec notamment l'installation de kits anti-bruit sur les avions, consommation d'eau, moins 6%. Donc voilà, des vrais signes tangibles, justement, de l'effet positif que peut entraîner pour nous travailler sur cette contrainte des enjeux climatiques. Justement, ça va nous faire un excellent transition pour la dernière question. Est-ce que vous utilisez la RSE comme un atout de différenciation vis-à-vis de la concurrence ? Clairement. Alors évidemment,
Les changements climatiques en Afrique et leur impact sur l'Afrique va évidemment faire que on attend des déplacements vers ce continent. Et en tant que compagnie aérienne, première compagnie entre l'Europe et l'Afrique, on espère justement profiter de ce déplacement de nouveaux acteurs, notamment dans la transition énergétique, dans les infrastructures vertes, pour prendre un petit peu le relais d'une clientèle qui nous a été très fidèle, notamment dans l'énergie pétrolière ces dernières années. Mais ce qu'on veut surtout mettre en avant dans notre politique de développement en Afrique, c'est justement cette expertise en RSE. On est convaincu que notre développement en Afrique va désormais se faire par la réalisation de partenariats locaux. On a déjà 51 destinations en Afrique desservies en moyens propres. Mais notre perception, notre conviction, c'est que désormais, il va falloir qu'on étende notre empreinte sur le continent en signant des accords de partenariat avec d'autres compagnies locales. On a commencé avec déjà des prises de participation en Air Côte d'Ivoire, une joint venture avec Kenya Airways, des accords de coopération aussi avec Kulula et Comer en Afrique du Sud, ou des accords techniques avec Air Congo. Mais ce qu'on remarque, c'est que nos partenaires africains sont très intéressés par cette expertise en termes de RSE. Et surtout, c'est un point fort et différenciant quand on se compare avec d'autres grands acteurs qui veulent se développer sur la zone, comme d'autres compagnies africaines, ou notamment les compagnies du Golfe. Donc clairement, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant et qui déjà nous a servi dans ces dernières années. Pierre Jacquemot, je vous redonne la parole. RSE, c'est un atout vendeur, ça, pour les entreprises françaises en Afrique, dans le cadre des enjeux climat. Je vous donne prenez un. Écoutez, je crois que la démonstration a déjà été faite, en particulier par le CIAN, puisque j'ai eu le bonheur de présider un groupe de travail qui a débouché sur une publication. On a fait la démonstration que la RSE est un atout concurrentiel de plus en plus décisif, même si dans certaines circonstances en Afrique, pas toujours facile de le valoriser. Et on observe que certains gouvernements prennent des décisions tout à fait intéressantes de ce point de vue-là, en établissant comme critère dans les codes d'investissement des bons comportements sociétaux, environnementaux. Et bien évidemment, sur les grands bailleurs de fonds internationaux ou les bailleurs de fonds publics, c'est maintenant une donnée qui est absolument incontournable et on rentre progressivement dans des processus vertueux grâce à ce système de normes en faveur de l'environnement ou en faveur de l'inclusion sociétale des populations concernées. Christophe Leblanc, c'est votre point de vue aussi ? Je pense que la question ne se pose pas en termes de compétitivité. Enfin, c'est un must aujourd'hui. Non seulement c'est un must, mais on est attendu là-dessus. Je veux dire, alors sur l'aspect vert des solutions, évidemment, l'aspect environnemental est une grande part. L'aspect sécurité, c'est très important. Enfin, Total à 10 000 salariés sur le continent africain. Alors, les grands axes RSE, ça va aussi dans la sécurité, non seulement au travail, mais à la maison et sur le transport, qui est très accidentogène en Afrique. Et aussi l'éducation, des programmes d'éducation variés pour accompagner tant les salariés que les jeunes diplômés, ce qui est quand même important pour l'Afrique particulièrement, à accéder à des bonnes universités et aussi des projets de start-up. Total aide à travers un fonds des start-up à se lancer en Afrique, une centaine l'année dernière par exemple. Donc tout ça c'est très important. J'allais dire que ça se fait naturellement, de par les... C'est vrai que Total est présent dans une quarantaine de pays en Afrique, pratiquement tous, depuis 70 ans en moyenne. Donc tout ça, on n'a pas attendu des grands mots comme le RSE pour le faire. Ça se fait de façon, j'allais dire, assez naturelle, par des initiatives locales ou centralisées d'ailleurs. D'accord. Thierry Fornas, vous voulez dire un dernier mot peut-être ? Je dirais que par rapport à cette question, c'est que même plus qu'une question de vertu, c'est une question de logique économique. C'est-à-dire si tout le monde est conscient qu'effectivement, il faut agir en faveur du climat, en faveur du social et du sociétal, il faut regarder devant et être capable de rendre compatible une logique économique de rentabilité
avec le traitement de toutes ces problématiques et ces externalités sociales et environnementales. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. On a pris un peu de retard, c'est pour ça que on est obligé de laisser la... Je vous en prie.